Bonjour Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver dans cette édition de journal. Blocage du chargement du pétrole nigérien sur les côtes béninoises. Le député massien Dieido de l'Union progressiste Le Renouveau estime qu'il s'agit d'une meilleure décision que le Bénin a dû prendre pour contraindre les Nigériens à venir à la table de négociation. Plusieurs dizaines de travailleurs de la CSA Bénin, de la COSI Bénin, de l'UNSTB et de la CGTB ont marché ce samedi contre la cherté de la vie. À travers pancartes, chants et cris, ils disent non à une gouvernance qui pourrait affamer. Et puis, conflit israélo-palestinien, la situation humanitaire dans la bande de Gaza serait actuellement alarmante. Les États-Unis pourraient ne plus accepter d'entretenir des liens avec Israël. Merci Madame, Monsieur d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Reçu ce matin sur Matin d'Eden, l'honorable Messan Dieido s'est prononcé sur le blocage du chargement du pétrole nigérien sur nos côtes par le président Patrice Talon. Je vous invite à suivre ici ses propos. Aussi bien en tant que citoyen, en tant que Béninois et en tant qu'élu, je vous dis que c'est une décision qu'il fallait prendre pour obliger les Nigériens à venir à la table de négociation, parce qu'il n'est pas admissible que sur notre frontière, nous ayons ouvert notre frontière et qu'ils gardent leurs frontières fermées alors que les activités commerciales continuent de manière frauduleuse, informelle, comme l'a dit le président, continue de se dérouler. Le Bénin est un État souverain, et nous l'avons déjà dit, et dans tous les contrats, il y a des clauses de rupture, il y a des clauses de mise en œuvre du contrat, il y a des clauses d'exploitation du contrat. C'est parce que nous en sommes venus là qu'il évoque le contrat. Le Bénin, au-delà du contrat, a évoqué d'autres éléments qu'on pourrait opposer à l'argumentaire du président nigérien, notamment qu'on ne peut pas nous traiter en ennemis. Il faudra utiliser nos infrastructures. Voilà, et faire du business avec nous. On ne peut pas refuser d'ouvrir sa frontière avec nous et nous demander de permettre que notre territoire soit occupé et serve de tremplin. Ça veut dire que nous sommes un pays couillon, ça veut dire que nous n'avons pas d'autorité. C'est une question de fierté. Non seulement de fierté, mais c'est une question de bon sens. De bon sens également. C'est une question de bon sens et il faut qu'on arrête de contourner la réalité. Je vous dis, vous l'avez si bien dit, c'est une question de bon sens et c'est une question de responsabilité. Et c'est une question, vous savez, le président de la République, c'est dit dans notre Constitution, a le devoir de sauvegarder l'image de notre pays et l'intégrité territoriale. C'est de son rôle, à un moment donné. Je crois que le Bénin a déjà suffisamment fait en laissant le maïs. Malgré que la frontière soit fermée, le président nigérien a dit qu'il n'est pas demandeur. Mais la réalité est que le peuple nigérien est demandeur. Et que nos frères du Niger manquent de maïs. C'est ça. Ça fait aussi nos oignons. Forcément. Forcément, il faudra s'asseoir pour discuter. D'accord. Il faudra s'asseoir. Nous sommes beaucoup d'acteurs dans cette crise. Il y a le Niger, il y a le Bénin. Il y a la Chine. Il y a la CEDEAO peut-être aussi. La CEDEAO, forcément. Il y a la Chine qui, à un moment donné, puisque l'entreprise dont il s'agit est une entreprise d'État, donc une raison supplémentaire pour que la Chine est très indiquée pour appeler les deux parties à s'asseoir. Le Bénin ne demande qu'à régler la crise. Il y a la CEDEAO, parce que là, il faut dire que nous avons voulu être un très bon élève de la CEDEAO et j'ai l'impression que la CEDEAO nous a lâché un peu dans cette crise. Il est temps pour la CEDEAO de réagir. De réagir aussi. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que toutes les institutions, toutes les structures qui ne veulent pas se nourrir de cette crise, parce qu'il y en a que ça encourage, ça engage, ceux qui ne veulent pas se nourrir de cette crise, je les invite tous et toutes à travailler à ce que les deux peuples puissent désormais, ou à partir des jours à venir, se parler à nouveau, mais cela commence par le fait que les autorités des deux pays doivent se parler, s'entendre sur le minimum qu'il faut.
La marche des travailleurs contre la cherté de la vie s'est enfin tenue ce samedi. Plusieurs dizaines de travailleurs ont répondu présent à l'appel des 4 centrales et confédérations syndicales signataires de la déclaration de marche. Il s'agit de la CSA Bénin, de la COSI Bénin, de l'UNSTB et de la CGTB. À travers cris et chants, ils ont dit non à une gouvernance qui pourrait affamer. Clémence Tonoucoin. Parti de la Bourse du Travail en passant par les carrefours, Avenue Stémez, Saint-Michel, Marina, la marche a eu pour point de chute la place de l'Étoile Rouge. Dans une ambiance très mouvementée avec des cris et des chants, les travailleurs fortement mobilisés ont dénoncé sur tout le trajet la cherté de la vie au Bénin. Avec des bandeaux rouges autour de la tête, ils ont brandi des banderoles portant différentes mentions. Sur l'une de ces banderoles, on pouvait lire « Non à une gouvernance qui affame ». Dans la motion lu par Apollinaire Aféoué, secrétaire général de l'UNSTB, les syndicalistes estiment que la misère du peuple béninois a commencé avec la précarisation de l'emploi. Tout a commencé par le vote de la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Cette loi a en effet été l'outil imaginé par le pouvoir pour précariser l'emploi et vider le contrat de travail de toute sa substance. Pendant que le préfet gagne 5 millions par mois, que le député a vu ses avantages multipliés, que le directeur de cabinet est à 3 millions le mois, que le salaire du ministre et du président de la République sont un mystère, les autres couches sociales sont exploitées et leurs acquis sont supprimés. Conséquence, la pauvreté est devenue endémique dans notre pays. Partant des nombreuses nouvelles taxes exigées par le gouvernement de la rupture et de l'augmentation de celles qui existaient, les travailleurs déduisent que la cherté de la vie au Bénin est due à un contexte purement national. Comme pour achever les travailleurs, une fiscalité asphyxiante est instaurée et contribue au renchérissement des prix de toutes les denrées. Dans ce registre, il faut rappeler que les coûts des péages et pesages ont été doublés sans scrupule. Que la taxe sur les véhicules à moteur TVM a été instaurée avec un taux très élevé. Que la tranche sociale a purement et simplement été supprimée des factures d'eau et d'électricité. Et que depuis là, non seulement l'eau et l'électricité ne sont plus subventionnés, mais ils sont désormais taxés, à l'instar des carburants, qui ont connu un renchérissement substantiel de leurs coûts. Que la communication est désormais lourdement taxée, de même que l'immobilier, l'assurance, la banque, et que diverses taxes ont été instaurées sur les produits agricoles tels que le soja, l'acajou, le maïs, etc. Comme l'on peut le déduire aisément, et contrairement à ce que le gouvernement répand dans l'opinion, la cherté excessive de la vie au Bénin n'est pas seulement due au contexte international. Elle est d'abord et avant tout due au contexte national. Après la marche, le secrétaire général de la CGTB, Moudassirou Bachabi, annonce pour le 23 mai prochain une rencontre entre les syndicats et les membres du gouvernement. Merci à vous Clémence Tonoucoin pour ce reportage. La seconde phase de la répression des infractions liées au non-respect du code de la route entrera bientôt dans sa phase active. Comment les conducteurs des véhicules Tokpa s'apprêtent-ils à subir cette autre répression? Aturindo a fait une descente sur le terrain. Suivez son reportage. L'opération va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de l'opération de répression des infractions au code de la route. Un mois après le lancement de cette opération, la police revient encore et cette fois-ci avec une opération plus intensifiée. Comment les conducteurs de véhicules Tokpa s'apprêtent-ils à subir ce second contrôle? Bon, il n'y a pas de souci de ce niveau-là, mais les pièces doivent être à jour.
Moi, je suis ici, j'ai TVM, j'ai assurance, j'ai tout et tout. Même les autres véhicules aussi, je ne sais pas pour eux, mais ils veulent dire pour moi. Mais ils n'ont qu'à nous excuser pour notre client qui sont les passagers qui sont dans la voiture. Contrôle de gens ben m'a avantage chauffeur. Le véritable souci des conducteurs concerne le port de ceinture par les passagers. Au niveau du ceinture de sécurité, le gouvernement peut nous aider à ce niveau-là pour nous laisser le ceinture de sécurité là. Parce que les bus de Tokpa qu'on fait maintenant aujourd'hui là, tout le monde ne peut pas rester dedans et porter ceinture de sécurité. Parce que le véhicule ne vient pas avec le ceinture de sécurité. Les sièges même quand on s'installe dedans là, c'est nous-mêmes qui fabriquons ça pour mettre ça dedans. Donc ça ne vient pas avec du ceinture de sécurité. Le gouvernement qu'on a aujourd'hui là peut nous aider à ce niveau-là et nous laisser. Parce que nous les Tokpa là, nous on souffert à ce niveau trop. Parce que tout le monde aide et tout le monde aime trop à prendre Tokpa. Parce que c'est moins cher et ça va vite. Ils n'ont qu'à laisser l'affaire des clients de porter ceinture, mais ils n'ont qu'à contrôler nous les chauffeurs qui sont au volant. Les différentes infractions qui seront réprimées sont entre autres la validité de la police d'assurance, la validité de la visite technique et le paiement à jour de la taxe sur véhicule à moteur TVM. Le port de la ceinture de sécurité aussi bien par le conducteur que par le passager est désormais obligatoire. Les surcharges ainsi que le téléphone au volant sont autant de délits qui seront réprimés par les policiers. À bon entendeur, salut. Dans un autre registre, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé vendredi dernier à Kpakpa une séance de sensibilisation pour outiller élus locaux et communaux, leaders religieux et relais communautaires, puis personnes ressources sur les avantages liés au microcrédit à l'AFIA. L'accueil était chaleureux et la cérémonie empreinte de solennité et d'émotion, puisque la délégation de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance était porteuse d'une nouvelle relative au programme de lutte contre la pauvreté mis en place par le gouvernement pour soulager les populations. Le microcrédit à l'AFIA. Le microcrédit à l'AFIA est destiné pour la couche de la population qui n'a pas accès aux services financiers des banques et des institutions de microfinance, mais qui a une potentialité pour mener ces activités génératrices de revenus, pour les renforcer, pour leur apprendre et évoluer, et plus tard, comme Mme Araou vient de le dire, aller vers les banques pour passer de l'argent, acheter votre parcelle, construire. Donc c'est un crédit d'apprentissage où il faut grandir progressivement. Le programme a déjà touché plus de 650 000 personnes depuis 4 ans de mise en œuvre. Il y a même des gens qui ont déjà bénéficié. On a fait le point après 3 ans, pour ne pas dire 4 ans de mise en œuvre. Pour tout le Bénin, nous sommes déjà à plus de 35 milliards. Et ça a touché plus de 650 000 personnes. Si nous prenons la ville de Cotonou seule, nous sommes à plus de 3 milliards. Et ça a touché près de 50 000 personnes. Le microcrédit varie de 30 000 francs à 50 000 francs et de 50 000 francs à 100 000 francs selon les phases. La première phase va de 30 000 à 50 000 francs. La deuxième phase va de 50 000 à 100 000 francs. Si vous étiez déjà dans une petite activité et que vous voulez renforcer ça, vous pouvez prendre directement les 100 000. Je sais que c'est ça qui intéresse les gens ici. Allez directement, autour de là, c'est 100 000 directement. Yvette Adjovi Nyambodé, relais communautaire, éprouve un sentiment de joie, tout comme Boko Lydia. Elles se sont engagées désormais à aller porter la bonne nouvelle. C'est un sentiment de joie. Parce que effectivement, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je connais à l'AFIA, mais l'explication que je viens de recevoir, ça me donne une confiance totale et d'aller vers ma communauté pour faire la propagande de microcrédit à l'AFIA. J'ai retenu beaucoup de choses et on nous a expliqué de long en large comment avoir accès au microcrédit à l'AFIA. On nous a aussi identifié, orienté vers les SFD.
On nous a dit beaucoup de choses. Et ce que j'ai retenu de plus est l'effort que notre gouvernement actuel fait à l'endroit de sa population. Les quelques difficultés persistantes ont été exposées par les populations séances tenantes et des réponses ont été apportées dans une approche de proximité à la base. Les autorités locales et les leaders d'opinion présents à cette rencontre ont salué la démarche de suivi du ministère et ont réitéré leur soutien au président Patrice Talon pour les nombreuses mesures sociales prises durant son mandat. En interactualité, après 7 mois de conflit, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est plus que jamais alarmante. Selon l'ONU, environ 300 000 personnes ont fui Rafah cette semaine. L'armée israélienne continue d'encercler la partie est de Rafah en prenant le contrôle de la route principale qui divise l'ouest et le sud de la ville. Selon les États-Unis d'Amérique, cette opération à Rafah pourrait affaiblir la position d'Israël dans les négociations. L'opération militaire israélienne dans la ville de Rafah, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, se poursuit depuis plusieurs jours. Et ce, malgré les appels de la communauté internationale à y mettre un terme. Les États-Unis, principal allié et fournisseur d'armes d'Israël, estiment que l'opération affaiblira la position du pays dans les négociations sur un accord de libération des otages pris par le Hamas. Nous considérons en fait que l'opération à Rafah peut affaiblir la position d'Israël dans ses pourparlers. Nous en avons déjà parlé. Une opération militaire de grande envergure à Rafah affaiblirait davantage la position d'Israël à l'international, le distancierait encore davantage de ses partenaires dans la région qui partagent en fait l'objectif israélien, celui de faire fléchir le Hamas. Ils souhaitent voir une autre structure gouvernementale remplacer le Hamas à Gaza. Selon la chaîne de télévision américaine CNN, le Hamas cherche à obtenir un accord sur un cessez-le-feu initial de 12 semaines dans la bande de Gaza lors des négociations sur un accord avec Israël. D'après le média, les responsables israéliens ne seraient pas du tout d'accord avec la condition d'un cessez-le-feu prolongé dans l'enclave, car une pause dans les hostilités pendant plusieurs mois rendrait difficile la reprise de la guerre et le renvoi des troupes israéliennes dans la bande de Gaza. Israël s'oppose également à s'engager dans une pause de 12 semaines dans les combats jusqu'à ce que les otages soient libérés, selon une source israélienne informée des pourparlers. Certaines sources ont également indiqué que la formulation de l'accord sur la transition entre la première phase de la trêve et la deuxième serait cruciale pour obtenir l'accord d'Israël. La demande du Hamas est confirmée, semble-t-il, dans un document obtenu par CNN qui stipule que toutes les mesures de cette première phase, y compris un cessez-le-feu provisoire des opérations militaires des deux côtés, l'aide humanitaire et l'hébergement, aussi bien que la retraite des troupes, etc., se poursuivront dans la deuxième phase jusqu'à ce qu'un calme durable soit établi. Le 9 mai, un nouveau cycle de négociations sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza se serait achevé au Caire, à en croire la chaîne de télévision Al-Kahira Al-Ikhbariya. Selon cette dernière, les parties auraient quitté le Caire sans être parvenus à un consensus. Les négociateurs devraient reprendre les consultations après avoir discuté des résultats provisoires. Pour rappel, le 6 mai, le Hamas avait annoncé accepter l'accord de trêve, un accord qui, selon l'État hébreu, n'aurait jamais été accepté par Israël à cause des conditions irréalisables telles que, par exemple, la libération des milliers de prisonniers palestiniens jugés en Israël pour terrorisme. Selon le texte du projet litigieux, publié par le journal qatari Al-Arabi Al-Jadid, le Hamas aurait tout de même libéré les otages israéliens détenus capturés lors des attaques du 7 octobre. Un régime de trêve durable qui implique un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et sa reconstruction. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne semaine avec les programmes d'Eden TV.